La parole est à Michel Vaspart pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les grandes compagnies aériennes européennes sont aujourd'hui confrontées à de multiples défis. L'environnement institutionnel est en pleine mutation, effet de la mondialisation des échanges et de l'essor des puissances émergentes. La concurrence se développe tant sur le court et moyen courrier à l'échelle des continents que sur le long courrier à travers le monde. Les besoins de financement sont considérables dans une activité fortement capitalistique où tout retard dans la modernisation de la flotte se traduit par une perte de compétitivité. La redistribution des cartes entre compagnies aériennes a débuté aux États-Unis avec la déréglementation et s'est étendue à l'Europe. Aujourd'hui, de nouveaux acteurs émergent, venant de zones géographiques en pleine croissance. Parmi les géants actuels, certains sont de création récente et ont connu une progression fulgurante. L'époque où l'avion était le moyen de transport d'une élite pionnière et aisée est révolue. Le transport aérien s'est démocratisé et nous ne pouvons que nous en féliciter. Cependant, les termes de la concurrence ont également changé. Le moyen courrier est devenu low cost et le long courrier est un marché que les compagnies aériennes du Golfe veulent conquérir et conquièrent par des offres commerciales très agressives. Plusieurs de nos voisins ont vu leurs compagnies porte-drapeau perdre leur autonomie, voire disparaître. 3 pays, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont réussi jusqu'à présent à conserver leur compagnie historique. Chacune d'entre elles s'est renforcée et a construit une alliance avec des partenaires du monde entier. Cependant, leurs difficultés, notamment financières, sont actuellement réelles. Monsieur le ministre, le choix de nos politiques publiques auront un impact incontestable sur leur avenir. Nous devons donc nous assurer que les conditions de cette concurrence soient équitables, tant à l'intérieur de l'espace européen qu'entre compagnies européennes ou extra-européennes, et c'est malheureusement pas le cas. La déréglementation et l'ouverture à la concurrence ont donc conduit certaines compagnies porte-drapeau à la faillite ou à se regrouper. Ce mouvement de concentration se poursuit toujours aujourd'hui sous l'effet de la conjoncture économique défavorable. De plus, la pression concurrentielle est exercée par les compagnies à bas coût, mais également par les compagnies non européennes qui peuvent tirer parti de subventions déguisées ou de pratiques déloyales. L'exemple des compagnies du Golfe illustre parfaitement cela. Ces compagnies sont mues par une stratégie d'État qui les fait bénéficier d'infrastructures facturées à un coût marginal, d'un environnement fiscal, social et réglementaire totalement différent de celui qui prévaut en Europe. De plus, certaines bénéficient d'aides directes considérables. Les compagnies Delta Airlines, United Airlines et American Airlines indiquent ainsi avoir identifié près de 40 milliards de dollars d'aides directes de la part des Émirats arabes unis et du Qatar à leurs transporteurs. Nous pouvons estimer que les compagnies aériennes européennes auront perdu près de 30 millions de passagers, soit l'équivalent de l'activité correspondant à l'utilisation de 30 Airbus A380 qui auraient pu être basés en Europe. Ces développements, Monsieur le ministre, conduiront à la destruction de près de 30 000 emplois en France et plus d'1 milliard d'euros de charges sociales non perçues si nous ne faisons rien. J'évoquerai le cas de Ryanair. Cette compagnie low cost est aujourd'hui un acteur majeur du ciel européen. Alors que le secteur aérien connaît une crise sans précédent, ses résultats contrastent avec ceux des grandes compagnies européennes en perte de vitesse. En réalité, lorsqu'on s'intéresse de plus près à ces chiffres, on constate que Ryanair est bien plus qu'une compagnie. En effet, la vente du billet ne représente qu'une part assez réduite de ses recettes. L'essentiel de son business repose aujourd'hui sur des financements publics, le non-respect de la législation sociale applicable en Europe et une large optimisation fiscale qui lui confère un avantage concurrentiel déloyal indéniable. Je ne veux pas revenir sur le détail des méthodes de Ryanair qu'a exposé mon excellent collègue Pascal Alizard. Mais j'ai envie de vous dire, Monsieur le ministre, mais que fait l'Europe? Est-ce une concurrence loyale et acceptable? La réponse est évidemment non. Il nous paraît urgent de dénoncer ces pratiques pour que l'ensemble des acteurs de l'aérien soient sur le même pied d'égalité.
Enfin, je souhaiterais aborder la question des taxes et redevances aéronautiques. Les compagnies aériennes versent des taxes et des redevances aéronautiques destinées au financement du contrôle aérien, des infrastructures, de la sécurité et des services aéroportuaires. Ces services ont la particularité de faire l'objet d'une régulation. Leurs coûts ainsi que le choix du fournisseur sont imposés à la compagnie. Dans les aéroports parisiens, Orly et Roissy, les redevances ont augmenté 2 fois plus vite qu'à Amsterdam entre 2005 et 2013. Pour Air France, cette situation est handicapante car elle dégrade la position concurrentielle de son hub. Au total, le groupe Air France-KLM a versé en 2013 4,2 milliards d'euros de taxes et de redevances pour un chiffre d'affaires de 25,5 milliards d'euros. C'est en Europe que le coût d'accès à l'infrastructure est le plus élevé. Ces 10 dernières années, l'augmentation était supérieure à l'inflation, ce qui a fragilisé l'équilibre économique et la croissance de nos compagnies aériennes. Dans certains pays du Moyen-Orient, les infrastructures sont alors financées par l'État et les redevances 2 à 3 fois plus faibles. Aujourd'hui, le transport aérien a la rentabilité la plus faible de la chaîne de valeur, bien en deçà des constructeurs et des aéroports. Pourquoi ? Nous ne pouvons pas pénaliser plus longtemps les transporteurs alors même que c'est le transporteur qui permet aux infrastructures d'exister. Il en est de même pour les constructeurs aéronautiques et leurs sous-traitants. Les redevances aéroportuaires font généralement l'objet d'un contrat de régulation économique signé entre l'exploitant et l'État. Selon ce dispositif, les charges ont augmenté à Paris de 30% en 8 ans. Au même moment, les résultats d'ADP sont en constante augmentation depuis 2011, car les redevances ne sont plus régulées selon le principe de la caisse unique, mais selon le principe de la caisse aménagée. Et pourtant, il y a à dire sur la qualité de la prestation d'ADP, notamment à Roissy. Mais nous sommes dans une situation de monopole et de répartition des marges totalement injuste. En d'autres termes, les activités très rentables de commerce et de restauration dégageant une marge de plus de 50% ne participent plus à la détermination du niveau des redevances. Ce modèle conduit mécaniquement à des augmentations de l'ordre de 3% par an. Une réintroduction des activités non aéroportuaires dans le périmètre régulé ou simplement une contribution des activités commerciales au financement des infrastructures permettrait de ne plus faire peser la totalité des charges sur les compagnies. Certaines taxes sont supérieures au coût réel du service, comme la taxe de l'aviation civile, dont 19% est réinjectée au budget de l'État, près de 80 millions d'euros par an. D'autres, du fait de leurs spécificités françaises ou européennes, sont assimilables à un impôt qui fragilise les compagnies face à la concurrence mondiale. C'est le cas de la taxe sur les nuisances sonores ou la taxe de solidarité, qui rapporte 165 millions d'euros par an. Le tiers des recettes provient de la seule compagnie Air France-KLM. L'écart qui existe donc entre les contributions de cette compagnie et de ses concurrents mérite réflexion. Nous les mettons en situation de concurrence déloyale. On peut tout de même s'interroger sur ce type de démarche qui pèse sur la France et sa principale compagnie aérienne. Enfin, je ne peux intervenir sur le sujet sans rappeler les grèves scandaleuses des pilotes d'Air France. Notre grande compagnie nationale a un impérieux besoin d'une filiale low cost capable de rivaliser avec d'autres compagnies de même nature. Je pense notamment à EasyJet qui continue à se développer. Transavia Europe a été suspendu, je l'espère pas abandonné. Un groupe comme Air France-KLM a besoin d'une compagnie low cost pour se maintenir et se développer dans un secteur particulièrement concurrentiel à l'échelle mondiale. Notre groupe national doit être encouragé et non pas découragé, Monsieur le ministre. Nous devons être attentifs aux mesures que nous devons prendre pour que notre compagnie continue de se développer. C'est un enjeu national et européen. C'est notre industrie de transport aérien européen qui est en jeu. Si l'Europe continue de pratiquer une politique orientée vers les intérêts de court terme des usagers de transport aérien, sans vérifier systématiquement la légalité des pratiques de certains acteurs, on peut craindre que cette politique n'entraîne de sérieuses déconvenues à très moyen terme. La progression du transport aérien est de l'ordre de 3% par an. Les citoyens du monde aspirent à voyager, à se déplacer, et pas seulement sur Internet. Monsieur le ministre, devant cette concurrence totalement déloyale, nous devons, tant au niveau de la France qu'au niveau de l'Europe, réagir immédiatement pour que les quelques compagnies nationales européennes survivent et se développent. Il en va de l'intérêt national et de la sauvegarde de l'emploi dans sa
cet important secteur de services. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.